d'élection en Turquie. Les Turcs ont commencé à voter aujourd'hui. Les premiers bureaux sont ouverts sous protection policière. Un vote sous haute tension marqué par la reprise du conflit kurde. Décryptage à suivre dans cette édition. Les commémorations de l'assassinat d'Yitzhak Rabin en Israël, 20 ans après son décès à Tel Aviv. Un rassemblement s'est organisé hier soir. L'ancien président américain Bill Clinton était sur place. Les boîtes noires de l'avion russe qui s'est écrasé dans le Sinaï ont été retrouvées. L'État islamique affirme avoir abattu l'appareil, mais Moscou ne se fie pas à l'aveu des djihadistes. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Les Turcs votent donc pour une deuxième élection législative en 5 mois à peine. Une élection qui se déroule dans un pays divisé et sous tension, confronté à la reprise notamment avec le conflit kurde, la violence djihadiste également venue de Syrie et la dérive autoritaire de son gouvernement. Vous voyez le chef du HDP, le parti de gauche d'opposition, Selahattin Demirtas, aller voter. On va tout de suite l'écouter. Les élections qui se déroulent aujourd'hui auront d'importantes conséquences politiques pour tout le pays. Il faut que cela se passe du mieux possible. Toute la Turquie, nous tous, ce que nous désirons le plus, c'est la sérénité et la paix. Je souhaite que cet espoir de paix sorte des urnes. Voilà, alors comment les Turcs appréhendent ce scrutin? Écoutez l'analyse d'Ali Kassansıgil, politologue et spécialiste de la Turquie. Les Turcs appréhendent ce scrutin comme un scrutin décisif, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire que si dans ces élections, le parti AKP qui est au pouvoir depuis 2002 n'a pas la majorité absolue dans le Parlement, Erdogan aura subi un revers important. Parce qu'il veut changer la Constitution, créer un régime présidentiel et pour avoir entre ses mains tous les pouvoirs. Et une majorité de Turcs est contre ce projet. Et donc tout le monde espère, en tout cas les démocrates en Turquie espèrent, que l'AKP va reculer dans ses suffrages et n'aura pas la majorité absolue dans le Parlement. Alors on comprend bien cette volonté de Recep Tayyip Erdogan, mais la plupart des sondages préviennent déjà d'un nouvel échec pour l'AKP. Dans ce cas-ci, Erdogan sera bien obligé de composer avec un gouvernement de coalition. Qu'est-ce que cela va augurer justement sur l'avenir du pays? Écoutez, d'abord sur Erdogan, il est très imprévisible, il est capable de tout. Il a lancé une guerre, il a recommencé une guerre en vue de ces élections, en pensant que les nationalistes allaient voter pour lui. En fait, c'est le parti d'extrême droite ultranationaliste qui a gagné plus de suffrages que lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Malheureusement, la Constitution, je crois, en tout cas, je pense que la Constitution lui permet encore une fois de dissoudre le Parlement et de faire de nouvelles élections au motif que les partis n'arrivent pas à s'entendre. Or, dans les précédents essais de coalition, c'est lui, au mois de juin-juillet, c'est lui qui a bloqué la coalition. Il n'en veut pas parce qu'avec une coalition, il ne pourra plus tout contrôler. Alors, c'est tout à fait imprévisible, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, s'il commence de nouveau à dissoudre le Parlement, nouvelles élections, etc., le pays peut devenir ingouvernable. Au moins 12 personnes ont été tuées aujourd'hui dans l'attaque d'un grand hôtel de la capitale somalienne fréquenté par des hommes d'affaires et beaucoup de membres du Parlement. Le groupe Al-Shabaab, groupe islamiste lié à Al-Qaïda, a immédiatement revendiqué cette attaque. C'est d'ailleurs dans ce même hôtel où 2 agents des services de renseignement français avaient été enlevés en 2009. Selon la police, les agresseurs ont fait exploser une voiture piégée afin d'ouvrir le passage avant d'entrer à l'intérieur de cet hôtel. Direction Israël à présent, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé aujourd'hui la démission du ministre de l'économie Aryeh Deri, une démission qui permettrait de lever un obstacle majeur à la conclusion d'un important accord gazier, un accord auquel s'opposait justement ce ministre de l'économie avec un consortium comprenant le groupe américain Noble Energy. Le titre d'ailleurs de ministre de l'économie reviendra pour le moment au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et on se rend à Tel Aviv justement, quelques 50 000 personnes étaient réunies hier soir, un grand rassemblement à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Le Premier ministre israélien avait été tué par balle par un extrémiste juif. Plusieurs personnalités se sont exprimées, notamment le président israélien Reuven Rivlin et l'ancien président américain Bill Clinton. Mary Maman.
Des dizaines de milliers de personnes sur la place Yitzhak Rabin. Des Israéliens de droite comme de gauche, réunis pour rendre hommage au Premier ministre assassiné il y a 20 ans sur cette même place. Les déclarations d'hommage se sont enchaînées et les invités de marque aussi. Bill Clinton sur place et Barack Obama, dans un message enregistré, ont appelé les Israéliens à poursuivre l'œuvre d'Yitzhak Rabin. La prochaine étape dépend de votre décision. Si vous décidez qu'Yitzhak Rabin avait raison, qu'il faut vivre avec son voisin, que vous voulez offrir une chance à vos enfants, que vous voulez vivre en paix. Ceux qui l'aimaient et qui aiment Israël prient pour que vous preniez la bonne décision. Yitzhak Rabin a compris le danger auquel Israël devait faire face. Après tout, il défendait lui-même Israël, en tant que soldat et en tant que général. Mais il a aussi dit qu'on ne pouvait dominer éternellement les Palestiniens par la force. Et il cherchait chaque occasion, chaque chance pour aboutir à la paix. Le président israélien s'est lui attaqué aux incitations à la haine et à la violence à l'encontre d'hommes politiques. Lui-même a reçu de nombreuses menaces de mort. À ceux qui menacent, à ceux qui lèvent le poing, à ceux qui dessinent des images d'uniformes SS. Je veux vous dire que nous n'avons pas peur de vous. De la musique, des discours, des ballons, mais les visages graves, les récentes violences qui secouent le pays ont plané samedi soir sur la place Rabin. Crash de l'avion russe en Égypte, dans la péninsule du Sinaï. Les secouristes égyptiens ont élargi le périmètre de leur recherche afin de retrouver les 61 corps manquants parmi les 224 passagers et membres de l'équipage. La branche égyptienne du groupe État islamique affirme avoir abattu l'appareil, une revendication que les Russes contestent. Myriam Aman. Ils étaient venus accueillir leurs proches de retour de vacances à Sharm el-Sheikh, mais l'avion n'était pas affiché. J'ai regardé où était l'avion sur un radar disponible sur Internet. Tout avait l'air en ordre. Je suis arrivé ici vers 11h30, mais le vol n'apparaissait nulle part sur les tableaux d'affichage. Après quelques minutes d'incertitude, la terrible nouvelle tombe. C'est l'incompréhension, le choc. Hier, mon fils a appelé. Il a dit que l'atterrissage était prévu à 11h40. Il était en vacances avec sa famille et sa petite fille de 10 mois. Les enfants sont rentrés un peu plus tôt. Ils étaient tous là-bas ensemble. Ils sont rentrés plus tôt, mais mon épouse a pris un vol plus tard. Elle avait un mauvais pressentiment la nuit dernière. Les proches des victimes ont été pris en charge par une équipe de médecins et de psychologues. Des prélèvements ADN ont également été effectués pour permettre l'identification des corps. Les passagers n'ont eu aucune chance. C'est tout ce qu'il reste de l'avion Metrojet. Des dizaines de corps ont été retrouvés sur les lieux du crash et transportés au Caire par hélicoptère. L'enquête, elle, se poursuit et plusieurs pistes sont sur la table. Celle d'une défaillance technique, mais l'appareil âgé de 18 ans avait subi un contrôle complet en 2014. Jusqu'à ce que le crash survienne, nous n'avons reçu aucune information concernant des éventuels défauts dans l'avion. Nous n'avons pas non plus reçu de SOS. L'hypothèse d'un attentat est également explorée. La branche égyptienne de l'État islamique s'est empressée samedi de revendiquer le crash. Les experts ont écarté la possibilité d'un missile, Daesh n'ayant pas la capacité d'atteindre un avion volant à cette altitude. Mais l'hypothèse d'une bombe placée dans l'appareil n'est-elle pas exclue? Les aéroports égyptiens ne sont pas réputés pour leur contrôle de sécurité. Les autorités russes ne croient pas à la thèse terroriste et penchent plutôt pour la négligence de la compagnie aérienne. Des perquisitions ont été menées dès samedi dans les bureaux de Metrojet. Les enquêteurs égyptiens tentent à présent de faire parler les deux boîtes noires. Elles devraient permettre de mieux comprendre les circonstances du drame. Un mot de sport avant de clore cette édition. C'est la Nouvelle-Zélande qui l'a remporté face à l'Australie 34-17 pour la Coupe du Monde de rugby. Les All Blacks conservent donc leur titre de champion du monde de rugby. Jamais un pays n'avait été sacré 3 fois et surtout 2 fois consécutives. Je vous propose d'écouter les réactions des supporters. C'était génial, génial, vraiment un super match. J'étais vraiment stressée à 21-17. Je ne pensais pas qu'ils pourraient remonter, mais heureusement ils y sont arrivés. Et les choses ont changé. Je suis tellement excitée.
Richie McCaw ne part pas à la retraite. 150 matchs, le meilleur All Black de tous les temps. Richie McCaw, tu es le meilleur qu'il n'y ait jamais eu et qu'il n'y aura jamais. Restez avec nous et passez un excellent dimanche sur A24 News.